Enchanté, moi c'est Jérôme, JPaquet, Google, sur les autres réseaux sociaux. Je suis Engineering Manager, Customer Engineering Manager pour Google Cloud Benelux. J'ai une équipe répartie sur Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg. Et aujourd'hui, j'ai été invité par Gigi Dimond pour venir discuter un petit peu des évolutions au niveau de l'infrastructure cloud et en particulier les évolutions liées à l'intelligence artificielle et à comment on va pouvoir l'utiliser au mieux pour améliorer, coder mieux et plus vite avec moins d'erreurs. Peut-être rapidement, donc tout le monde est francophone? N'hésitez pas à poser des questions, c'est bien que ce soit une session interactive, on n'est pas trop nombreux. Je présente très régulièrement en anglais, je sens que je risque de temps en temps de mélanger un petit peu avec des termes, donc j'essaie de conciser un maximum. J'ai structuré la présentation, on va parler un petit peu de Google et donner un peu la perspective aussi de cloud, parce que je sais que vous êtes une audience qui connaissait un peu mieux que la moyenne, mais je me rends compte qu'en fait il y a encore pas mal de confusion dans la tête des gens, et puis on regardera un peu plus spécifiquement ce qu'on fait chez Google Cloud par rapport aux développeurs. Peut-être rapidement, est-ce qu'il y a des développeurs front-end, développeurs back-end, ceux qui font de l'infrastructure, du réseau, du système, des étudiants? Super. Donc mon job chez Google, c'est de prendre ce que les gens connaissent, c'est la partie search, puis on tire les rideaux et on regarde ce qu'il y a derrière. Et on a ces salles machines, on a ces salles machines remplies de serveurs, remplies d'équipements, qui aujourd'hui sont devenues des infrastructures unifiées les plus importantes de la Terre. Je ne sais pas si vous le savez, mais Google ne vend aucun serveur. On vend des Chromebooks, on vend des téléphones, mais on est un des plus grands manufactureurs, donc producteurs de serveurs au monde en unité. C'est en fait pour l'usage interne. C'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de l'infrastructure. C'est qu'on est de l'ordre de grandeur de vendeurs comme Dell ou comme HP en nombre de serveurs. Donc c'est des chiffres assez staggering, comme on dit, assez impressionnants. Mais pourquoi est-ce que Google a eu besoin de faire ça? Pour une raison claire et constante, c'est que depuis 27 ans, depuis la création de Google, il y a toujours eu une seule mission sur laquelle on s'est reposé, c'était organiser les informations du monde et les rendre accessibles et utiles. Et finalement, c'est trois concepts qui sont propres au développement. C'est à la fois organiser les données, les rendre accessibles via une API, donc un moyen facile de les consommer, un moyen contractualisé de les consommer, et de les rendre intelligentes ou intelligibles, c'est-à-dire qu'on a dès le début, depuis très longtemps, les ingénieurs Google ont commencé à travailler avec de l'apprentissage machine, avec de la probabilité, avec des statistiques pour fournir les meilleurs résultats possibles et le bon ranking des différentes pages. Et c'est en gardant cette mission clé en tête que l'ensemble de Google tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est développé. Et aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus large que Search. J'essaie de résumer un petit peu en un slide. On va avoir la structure Alphabet avec Sundar, qui est le CEO de Google et de Alphabet. Au sein d'Alphabet, il va y avoir un certain nombre d'initiatives qui sont, on appelle d'une part le Google X, qui est un centre d'innovation et de recherche. Et une fois qu'un projet ou une idée qui aura mûri au sein de Google X arrive à un certain niveau de maturité, il peut potentiellement être promu en tant que business à part entière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une certaine viabilité économique et être capable de générer aussi son propre revenu, son propre chiffre d'affaires. Si on voit des exemples comme Waymo aujourd'hui, qui était un projet un peu fou il y a une quinzaine d'années, on va créer des véhicules autonomes. Aujourd'hui, Waymo est une des flottes de véhicules autonomes les plus successful, donc celle qui a le plus d'engouement, avec plusieurs centaines de milliers de passagers déjà embarqués, notamment à San Francisco.
Ce qui est assez intéressant, c'est que ces différentes évolutions, et je pense notamment à DeepMind ici en haut à droite, sont jamais très très loin en fait de Google et de Google Cloud, et donc il y a beaucoup de passerelles qui existent aussi avec des recherches ou des développements et des innovations qui ont été faites dans certains domaines. Je reviens encore sur Waymo. Waymo, par exemple, a été le premier département chez Google qui a utilisé l'AI pour générer du code et générer des designs de nouveaux réseaux neuronaux. Donc on a utilisé l'AI pour créer de l'AI plus performant, plus efficace. Des choses qu'on a répétées après dans l'infrastructure, j'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, dans l'escarcelle dans le panier Google, on va avoir effectivement toute la partie search et les services online. Vous êtes probablement à peu près tous venus en utilisant Maps ce matin. On regarde pas mal de vidéos effectivement sur YouTube. Qu'est-ce que ça va nous donner comme avantage aussi? C'est surtout d'avoir cette connaissance et cette capacité à gérer des très très grandes plateformes. Des plateformes qui vont dépasser 1 milliard, voire 2 milliards de monthly average user, donc c'est l'utilisateur individuel par mois sur ce type de plateforme. Donc de nouveau des besoins d'infrastructures qui n'avaient été jamais rencontrés auparavant, et a besoin d'inventer et de créer un certain nombre de choses. Même chose au niveau de ce qu'on appelle plateforme et écosystème. J'utilise un Chromebook ici pour présenter, j'ai un Android dans ma poche, et je dépends aussi d'un certain nombre de services pour organiser ma vie privée et ou ma vie professionnelle. Et puis au milieu de tout ça, on a ce département qui s'appelait Google for Work jusqu'en 2015 à peu près, et puis qui est transitionné et est devenu Google Cloud. Les premiers services en ligne, est-ce que quelqu'un qui peut me dire qui étaient les deux premiers services que Google Enterprise, Google for Enterprise est venu en ligne? App Engine, ouais. Et le deuxième, BigQuery. Deux services totalement disruptifs, mais avec un concept qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire pouvoir faire du serverless. Plus tard, on a appelé Lambda et différents noms. Ça, c'était le principe d'App Engine, et a créé un engouement sur la base des développeurs. C'était le bon job de Google aussi, c'était vraiment d'ouvrir cet accès aux enthousiastes et aux personnes qui avaient envie d'innover. Pareil avec BigQuery, c'était vous donner à portée de main un query engine capacité de Google Search, mais pouvoir le faire sous vos propres données et différents cas d'analyse. Si je reviens par rapport à la mission de Google, organiser les informations du monde et les rendre utiles et intelligibles, ou accessibles et intelligibles, mais la mission de Google Cloud, c'est de prendre les innovations de Google, celles qui nous ont été imposées par le développement des plateformes et par la capacité qu'on a aujourd'hui, et la rendre disponible à nos utilisateurs, qu'ils soient des utilisateurs privés, des enthousiastes, ou que ce soit des utilisateurs professionnels, à la fois dans les petites structures, on a très très grand bonne pénétration dans le marché des petites et moyennes entreprises, mais aussi, encore plus important, on va dire, pour l'évolution de Google Cloud, c'est adresser les grandes entreprises. Adresser les grandes entreprises avec des systèmes informatiques, c'est pas exactement la même approche qu'on va avoir dans une start-up. L'avantage d'une start-up, c'est qu'on part d'une page blanche, donc on peut démarrer sans infrastructure et tout créer dans le cloud. Là où la plupart des entreprises, elles ont un existant, elles ont des serveurs, elles ont un réseau, elles ont des applications. Et donc il va falloir prendre en compte toute cette intégration, qui finalement est souvent un peu la part la plus compliquée ou la plus longue du boulot. Alors quel type d'innovation on va amener? On va amener des solutions qui vont à la fois couvrir l'aspect end-user, donc les périphériques, et la gestion d'identité, bien entendu, puisque au-delà d'un périphérique, c'est mon identité qui va être importante. La suite Workspace, je ne vais pas en parler aujourd'hui, bon, je suppose que vous avez déjà entendu, donc Gmail, Calendar, Drive, mais en version professionnelle, c'est quand vous avez votre propre nom de domaine, mais surtout le contrôle sur l'utilisation qui en est faite par vos utilisateurs. C'est de plus en plus important aussi quand on parle de cybersécurité. On veut protéger d'une certaine façon ce qu'on appelle le shadow IT, et donc amener en fait un contrôle, amener une certaine gouvernance au sein des systèmes.
Et puis on a Google Cloud Platform, qui est une approche d'infrastructure. C'est ce que j'appelle notamment les composants atomiques du cloud. C'est Compute, Storage, Network. Vous avez ces trois-là, vous pouvez construire n'importe quel système d'information. Et de faciliter l'accès et l'usage d'un certain nombre de solutions, parce qu'on appelle des business applications. Et là-dedans, on peut être dans des solutions no-code, on peut être dans de l'API, la gestion d'API, l'API management, de la visualisation, ou, et j'ai mis le logo en plus grand, des solutions basées sur AI avec le modèle Gemini, qui est le modèle fondationnel de Google Cloud. Petite parenthèse, qu'on était en Belgique et en plus on est à une portée d'arbalète de notre grand data center de Saint-Guilain. Fun fact, c'était le premier data center que Google a construit hors US en 2007. C'était les premiers investissements. Et donc historiquement, Saint-Guilain est devenu un terreau fertile pour les différentes innovations et les différents développements. Entre-temps, 2 salles serveurs au tout début. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui passent de temps en temps du côté de la Dars, mais donc on a un 6e bâtiment qui est en construction, et ce sont l'ensemble de ces bâtiments qui composent le site de Saint-Guilain, et qui, en termes de capacité, arrivent aussi à ses limites. Et donc il y a eu 2 investissements supplémentaires, un à l'Écopole de Feluy et un à Fartienne. Et donc vous allez voir une continuité des investissements Google dans la région, avec aussi des offres d'emploi associées, puisque chaque data center nécessite évidemment du personnel pour s'en occuper. Au final, il faut quand même qu'il y ait des humains qui gèrent toutes ces machines ou qui interfacent en partie. Un peu plus loin, c'est aussi d'avoir été, j'ai une photo plus loin, mais aussi sur Google Maps ou Google Earth. C'est le premier site qui a eu sa propre ferme de panneaux solaires dédiée et propre au site. Et quelque chose qui était, on a fait pas mal d'investissements aussi en offshore, donc en éolien. Quelque chose qui était assez intéressant, c'est le pilote. Maintenant, on est un peu au-delà de la phase du pilote, on est en production effectivement, mais où on a remplacé donc, les grosses génératrices diesel, qui ont à peu près la taille d'une petite locomotive, et qui dégagent à peu près autant de fumée qu'une locomotive, je pense, quand on les allume, par des systèmes d'UPS, de continuité d'énergie basés sur des batteries. Et donc, toujours le faire dans un esprit d'être bénéfique socialement et avoir un impact positif, notamment sur le climat ici. Intéressant parce que ce sont des projets aussi qui ont été étudiés et initiés localement. Donc je pense qu'ici on a Polytech Mons qui est tout près, il y a pas mal d'ingénieurs qui venaient de cette fac, qui ont commencé au site de Saint-Guilain. Et dans la partie des 20%, donc les 20% qu'on peut associer ou attribuer à des projets libres, relevant vers le business, important pour le business mais libre quand même, il y a eu ces développements. Il y a eu le développement de la partie batterie, il y a quelques années, il y a eu un développement où on avait aussi utilisé l'AI pour capturer tous les data points de notre data center et actuer, c'est-à-dire prendre des décisions en fonction de ces data points, mais non plus par des humains intelligents, mais par des machines. Et le fait qu'elles puissent faire cette adaptation, cette actualisation des paramètres environnementaux ont eu un impact sur la consommation nette non-compute de moins 40%. Si vous prenez l'énergie d'un data center, vous avez l'énergie utile, c'est ce qui va au serveur, vous avez l'énergie futile ou supplémentaire qui va vers le système de refroidissement. Quand on calcule le rapport entre les deux, on calcule le PUE, donc le rapport d'efficacité énergétique. On a permis donc de diminuer cette consommation futile de 40% grâce à cette adaptation. Donc beaucoup de développements qui sont ici à proximité et qui au final vont bénéficier à l'ensemble de la flotte des data centers, donc 40 régions dans le monde aujourd'hui pour Google Cloud. Et la formation. Learn Digital with Google, plus de 140 000 personnes, le chiffre est un peu plus grand aujourd'hui, et c'est quelque chose en continu, donc c'est aussi assister de nouveau la société dans sa transformation digitale. Assez de Belgique, revenons sur le sujet d'aujourd'hui. De nouveau, ce besoin d'innover, il s'est fait sentir dès le début de Google. Et cette innovation interne, il y a eu une autre très très bonne action qui a été prise, c'est de dire on va la partager.
on invente des choses, on découvre des choses qui sont tellement importantes, qui peuvent tellement assister et aider au-delà de Google, que c'est important, c'est notre responsabilité de la partager avec le monde extérieur. Et pour partager l'innovation, on peut écrire un papier et le publier. Et ça, c'est les différents papers qui ont été produits tout au long de la carrière et qui continuent encore à être produits. Deuxième approche pour le rendre disponible, c'est d'en faire un projet open source. Et donc, si je prends Hadoop et le Hadoop Data, le File System, le HDFS, c'est en fait une version open source d'un produit qui s'appelait GFS et qui était le Google File System. Donc tout ça, ce sont des mises en œuvre, des implémentations qui ont été faites dans des projets open source comme Apache Beam ou TensorFlow, puisqu'on revient ici sur la thématique AI, qui viennent en fait d'un papier interne. Deuxième action, ou troisième action au-delà des papiers de l'open source que Google a pris, c'est dire de nouveau dans cet esprit de productiser l'innovation, c'est d'en faire des produits dans Google Cloud. Et la différence entre un open source et un produit en Google Cloud, en termes d'usage, elle va être relativement marginale. On implémente, on met en œuvre des API conformantes au projet. Donc, si vous faites du Apache Beam ou du Dataflow dans Google Cloud, c'est la même API. Vous ne pouvez pas redévelopper votre code. Le gros avantage, c'est que toute la partie infrastructure, la gestion des serveurs, la mise en œuvre, le patching, la maintenance, tout ça va être opéré par Google, par l'opérateur cloud. Et donc, en tant que développeur, vous vous concentrez sur ce qu'on appelle l'added value, la valeur ajoutée, ou la différenciation business, et plus sur les aspects plus mondains d'infrastructure. Et ces innovations, elles ont amené Google, oui, peut-être juste cette petite chose ici. Donc, de TensorFlow, on découlait des choses qu'on a appelées ML Engine, ça s'appelait Vertex AI aujourd'hui, et Cloud CPU, TensorFlow Processing Unit. Pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce qu'en fait, on a pu développer avec les années ce qu'on appelle le Cloud AI Hypercomputer. Et ça, c'est là une vue assez haut niveau de ce que vous avez à disposition chez Google Cloud. Pas pour forcément faire du développement, on va dire, classique, du développement de front-end ou de back-end, mais se focaliser sur du développement de modèles. Et quand on parle des grands modèles fondationnels aujourd'hui, donc on a Gemini, on va avoir Anthropic avec Cloud, on va avoir AI21 Lab, on va avoir Apple, avec Apple Intelligence, on a Mistral aussi, pour revenir sur un exemple européen. Toutes ces sociétés-là, toutes celles que je viens de mentionner, il y en a que je n'ai pas mentionné, toutes celles que je viens de mentionner, elles ont entraîné leur modèle sur Google Cloud en utilisant notamment la capacité TPU. Et ils le font principalement pour des raisons économiques. C'est que par des années de développement et d'optimisation, le coût de processing aujourd'hui, en phase d'entraînement et en phase d'inférence sur un modèle, est amené à son niveau le plus bas sur l'infrastructure de Google Cloud, de par des développements uniques et tout à fait spécifiques de l'infrastructure, que ce soit au niveau réseau, que ce soit au niveau du stockage ou au niveau du hardware et du compute. Donc ce développement, il s'est tourné à la fois vers ces papiers académiques, c'est l'open source, mais aussi sur du hardware spécialisé. Et ça qui va permettre donc va vous permettre éventuellement de développer vos propres modèles ou de tuner des modèles existants quand le besoin s'en fait. Grâce à l'hypercomputer, qui est le résultat et la composante du merge de deux équipes aussi, donc Google Brain qui venait vraiment sur le côté scaling de l'infrastructure et Google DeepMind qui sont focalisés sur la recherche fondamentale et l'amélioration des modèles, ben, ça a permis de continuer à innover, et d'innover à une vitesse qui était assez impressionnante. Et donc là, je reprends un petit peu cette vue de l'innovation spécifique à l'AI. Ben donc, AlphaGo, vous avez probablement entendu parler, c'est le premier modèle à qui on n'a rien appris, ou en tout cas on n'a pas supervisé son apprentissage, on ne lui a pas dit comment jouer à Go, il a été capable donc, de l'apprendre par lui-même et de définir des stratégies de jeu tout à fait efficaces. On continue le développement, il y a eu un breakthrough, comme on dit, paper en 2017, c'est Transformers, qui a plus ou moins permis en fait d'augmenter la taille des datasets et d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui au Large Language Model.
Cette évolution s'est très vite retournée dans Google Search. Donc on va avoir BERT notamment qui a été très très rapidement mis en œuvre, déjà en 2018, pour améliorer la qualité des queries, des search queries. Ça reste l'optimum et le point sur lequel Google travaille le plus. Continue à évoluer vers des modèles plus conversationnels, donc on teste les premiers chatbots en interne, on se rend compte qu'il y a pas mal de problèmes d'hallucination, comment est-ce qu'on va gérer le grounding, contrôler aussi, parce que maintenant on a un modèle qui connaît plein de choses, comment est-ce qu'on doit construire aussi ces filtres potentiels, des filtres de contenu, toutes les recherches, tous les résultats de recherche ne sont pas forcément bons à montrer à tout le monde, même chose avec les AI. Donc beaucoup de réflexions finalement sur comment rendre cette AI responsable et s'assurer qu'il y a un degré d'éthicité important. Avant de mentionner, je vais peut-être mentionner donc Gemini, modèle fondationnel, Gemma, je pense qu'il a un avenir extrêmement prometteur. Gemma, c'est la petite sœur open source de Gemini. Gros avantage des open modèles, Mistral en est un autre, Llama en est un autre, c'est que vous allez voir les entreprises se tourner entièrement vers les open modèles pour leurs besoins internes. Elles veulent contrôler, elles veulent posséder le modèle, elles veulent pouvoir le fine-tuner à leurs besoins. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec les open modèles. Et donc, on verra aussi dans la réflexion importante sur le choix des modèles à prendre et les approches au niveau développement AI, il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça, et c'est assez stratégique. Voir ce qui est intégré dans les produits, comme Gemini ou Copilot, des modèles open comme Gemma, Llama ou Mistral. On a utilisé cet Hyper Computer et la recherche, notamment pour AlphaFold. Qui a entendu parler d'AlphaFold? Peut-être brièvement, AlphaFold, c'est un modèle qui a été capable de générer toutes les options d'assemblage de protéines. Et donc dans le corps, votre ADN va être composé d'éléments protéiniques et en fonction de leur position, leur composition en 3D, ils vont pouvoir s'imbriquer les uns dans les autres, plus ou moins bien. Le vaccin Covid à ARN messager, c'est exactement ça. C'est d'avoir trouvé le bon composant qui vient se greffer au bon endroit et pouvoir envoyer ce message pour vous guérir, pour vous protéger, vous vacciner contre le Covid. Le problème, c'est que quand on fait de la découverte de médicaments, ou de la recherche plutôt de médicaments, on cherche à comprendre ces assemblages de protéines, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de modèle existant. Il fallait tous les tester un par un. Et vous en avez des centaines de millions. Et donc pour trouver le bon compound, le bon composé médicamenteux, c'était des années et des années et des années de recherche. Grâce au modèle AlphaFold, on a pu, et à l'hypercomputer, on a pu pré-générer avec une très grande précision l'ensemble de ces assemblages de protéines et créer une bibliothèque de plus de 200 millions de modèles protéiniques qu'on a open sourcé. On a donné à la communauté scientifique. Et donc ce qu'on voit comme résultat aujourd'hui, c'est quand on fait de la recherche médicamenteuse, en l'espace de quelques mois, puisqu'ici on n'a plus que de la simulation informatique, on va pouvoir isoler peut-être les 10 ou 20 protéines les plus amènes de répondre aux besoins. Et donc plutôt que de devoir faire du lab testing, du wet lab avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'échantillons, on va ramener ça à quelques dizaines. Et donc une grande amélioration, une grande accélération dans le développement. Donc on voit ici, on n'est plus trop dans l'espace je dirais de l'IT, de l'information system ou du développement, mais l'impact aussi sociétal qu'on peut avoir avec C'est bien, Jérôme, tout ça, on parle de recherche, on parle de science. Peut-être encore une chose que je voulais mentionner, c'est la première fois que je peux le faire, probablement je ne pourrais pas le faire d'autres. Toutes ces recherches, elles ont été reconnues au plus haut niveau. Donc je suis assez fier quand même de pouvoir dire que j'ai des collègues qui ont reçu un prix Nobel. Et venant d'une boîte IT, il y a quelques années, on m'a dit un jour j'aurai des collègues qui auront un prix Nobel. Je lui ai dit bonne chance. Et bien, ils l'ont fait. Donc Denis et John, Denis Hassabis étant le CEO de DeepMind. Et donc pour la publication et les travaux de recherche au niveau d'AlphaFold, de nouveau c'est un véritable breakthrough. Et aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scientifique l'utilise et pour le bien de l'humanité. Donc c'est bien, toute cette recherche avancée, mais comment est-ce que moi, en tant que développeur, je peux en bénéficier dès aujourd'hui? D'abord, on voit que
Le codage et l'évolution, il a changé pas mal, hein, entre les cartes perforées que je n'ai moi-même jamais utilisées. Je suis arrivé à peu près dans cette période-là. Une évolution rapide vers les apps, le mobile, la containerisation, l'arrivée de Kubernetes, donc plein de choses qui ont évolué sur la façon dont on développe des applications. Ceux qui développent depuis 15-20 ans s'en sont rendus compte. Si on démarre ici, on est effectivement dans une autre approche, mais on se rend compte qu'on a effectivement l'introduction de Coding Assistant et des modèles de plus en plus performants et de plus intelligents. On se rend compte aussi qu'il y a quand même un certain nombre de challenges, de difficultés qui restent présentes, et on va voir comment on va pouvoir mieux les tacler. L'onboarding, donc typiquement la phase d'apprentissage, un développeur arrive dans une équipe, il y a un nouveau code base, il faut qu'il le découvre, ça va prendre du temps, comment est-ce qu'on peut faciliter ça? Le context switching, alors ça va dépendre un peu des personnalités, mais on peut se reconcentrer sur son travail plus ou moins facilement. Si vous êtes un peu TDAH comme moi et qu'il y a une mouche qui passe et à chaque fois vous levez la tête, le context switching c'est effectivement crucial de pouvoir le contrôler. La maintenance, donc l'existant, de nouveau quand je parlais de système d'entreprise, il y a tout ce qui a été fait avant, dans des langages qu'on connaît ou moins, on va parler de COBOL, on va parler de Fortran ou autres systèmes, il va falloir les maintenir, et donc on ne peut pas le laisser tomber, dire à une banque, ah demain on fait tout en Rust et en Go, et on oublie tous nos anciens systèmes SAP et Oracle, ça ne va pas vraiment fonctionner à ce niveau-là. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur l'aspect répétitif donc des différentes tâches. Donc si on regarde de façon plus concrète, l'onboarding, typiquement on va dire que c'est à peu près 3 jours. Alors après, en fonction des statistiques, maintenant avec les fichiers end et ainsi de suite, les setups peuvent être beaucoup plus rapides, mais il y a d'autres techniques aussi. Pourquoi pas déplacer son environnement de développement dans le cloud, pouvoir s'y connecter partout où on est, éviter donc ces différentes migrations. La partie context switching, ça je disais, la statistique dit 23 minutes, plus ou moins long en fonction des personnes, mais néanmoins impactant, et donc l'intégration dans les nouvelles équipes. Avec un certain nombre donc, de pourcentages pour l'un d'entre eux, pour chacun d'entre eux, donc le nombre de temps passé pour chercher des informations, le nombre de moments où on va se retrouver un peu isolé, où on se trouve dans un bottleneck comme on dit, où on ne sait pas trop dans quelle direction aller, et le temps passé donc, à chercher des solutions qu'on ne connaît pas encore, avec chaque fois cet élément de context switching. Je passe de mon IDE à mon browser, je vais faire autre chose, tout d'un coup il y a un pop-up avec un mime de chat, je suis parti, j'ai passé une demi-heure sur YouTube, et ça c'est ça la réalité du context switching. Si on parle de ça, désolé donc les slides sont en anglais ici, mais donc on a 3 éléments essentiels, on va dire, quand on regarde l'état du marché aujourd'hui. Utilisation de tools basés sur de l'AI pour développer le software, je pense que tout le monde est d'accord, on y est, c'est arrivé, ça fait déjà quelques années et ça ne fait qu'évoluer. Les attentes des développeurs augmentent aussi. On s'attend à ce que les modèles soient de plus en plus performants, efficaces, fassent moins de fautes. Et je pense que Google a une position assez unique pour pouvoir aider dans ce domaine. Pourquoi unique? Parce qu'il n'y a pas que de la technologie. Et la tech et le tech stack est important. La qualité des modèles, la qualité de la plateforme, et je dis bien des modèles, il y en aura plusieurs. Mais c'est aussi de la méthodologie, que ce soit le SRE, Site Reliability Engineering, donc comment opérer des infrastructures à scale, comment faire du software engineering, comment gérer la partie DevOps, donc l'automatisation et le supply chain. Tout ça, ce sont des méthodologies qui ont été développées, inventées chez Google au fur et à mesure des années. Et c'est en se basant sur cette connaissance du métier, du domaine, combinée avec de la technologie, qu'on pense qu'on va pouvoir assister dans les bonnes directions. Assister dans les bonnes directions, ça veut dire aussi assister à toutes les étapes donc du SDLC, le Software Development Lifecycle, Software Development Lifecycle, pardon, que ce soit de la phase initiale, du design, à la génération de code, dans les phases de build, l'assistance au déploiement, et chaque fois de l'encadrement,
La sécurisation aussi, énorme pilier, hein, puisque tout ce qui est threat analysis, vulnerability scanning, tout ça, on a de plus en plus d'AI aussi qui est utilisé dans ces aspects-là. L'opérationnalisation, comment est-ce qu'on va gérer finalement et observer ces montagnes de logs et trouver finalement l'aiguille dans la botte de foin, et des recommandations aussi sur le scaling de ces différents environnements. C'est de l'augmentation, c'est de l'amplification. On ne va pas remplacer l'humain. Il y a certaines tâches qui vont être entièrement automatisées, mais c'est toujours vous, le développeur, qui est en contrôle. Vous indiquez, vous interagissez avec la machine qui va vous guider dans la bonne direction. Et donc avant de développer tout produit, de mettre en ligne tout produit, on le teste bien sûr nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, si je prends Gemini et Gemini Code Assist, dont on va parler un petit peu plus maintenant, c'est avant tout un outil qui est utilisé en interne. Pas le même nom, je ne peux pas vous dire le nom, donc je suis enregistré ici. Et donc c'est du pair programming, d'accord. Vous avez un compagnon de programming qui est votre interface, qui se fait dans un IDE cloud-based, qui se fait dans le navigateur, pour des raisons de sécurité, des raisons de flexibilité, de mobilité aussi. C'est pas moi qui le dis, je peux me baser, Sundar a annoncé ça la semaine dernière, donc le timing était bon. Déjà actuellement, il y a plus ou moins 25% du code qu'on produit, qui est produit par de l'IA générative, par Code Assist, la version interne de Code Assist. Pourquoi est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau-là? Notamment parce qu'on a entraîné le modèle et on a spécialisé le modèle sur base du code base de Google. Donc il a pu inspecter la façon de coder de Google et des différentes équipes. Donc quand il fait des recommandations, quand il y a la génération de code qui est faite ou des recommandations de test, il le fait sur base de l'existant. Donc c'est pas, je dirais, aller récupérer de l'open source depuis GitHub et essayer de construire le prochain produit Google avec ça. Mais c'est réellement raisonner et créer du nouveau code, mais avec une philosophie, avec un linting, avec une approche qui va être propre à Google. Donc quel impact ça peut avoir dans le workflow? Le développeur va commencer donc son travail dans l'IDE de son choix. On peut utiliser directement de la suggestion de code, donc on va décrire ce qu'on veut faire et avoir une recommandation, ou de l'autocompletion. Utiliser donc directement dans l'interface la possibilité de chercher du code ou de se référer à d'autres exemples. Éventuellement faire de la traduction, de la mise à jour de code, ça c'est un use case qui est extrêmement important, notamment dans les cas de migration. On voit beaucoup de migration d'une base Oracle vers du PostgreSQL, là vous avez plein de procédures stockées qui doivent être réécrites. Ça c'est un cas d'usage impeccable. On a un modèle qui est fluent en SQL, il va pouvoir réécrire en fait ce code à moindre effort, et donc accélérer aussi ces phases de migration. Générer les tests, et puis on va avoir donc ces différents éléments jusqu'au commit. Ensuite on va pouvoir faire du code review aussi, valider comment il performe, et éventuellement faire des suggestions vers le développeur qui ensuite va pouvoir les accepter et les intégrer. Donc comme je dis, c'est un support mais pas un remplacement. Il y a bien entendu toujours la présence et le besoin d'avoir un humain, un human in the loop pour valider ça. Donc, quelques exemples ici, donc on est dans un simple éditeur VS Code. Vous voyez qu'on a une couverture dans la plupart des grands idéaux communs. C'est d'avoir directement donc, la possibilité de générer ou de compléter du code. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement écrire le nom de la fonction, lui donner une description, et automatiquement Code Assist va suggérer un code qui correspond aux commentaires. Donc je code en décrivant ce que je souhaite faire, sans devoir maîtriser le code. Autre aspect super intéressant, comme de plus en plus on va effectivement se baser sur du code qui a été partagé, mais qui n'est pas forcément toujours en open source, c'est de pouvoir faire les bonnes license attribution. Pensez-y, si vous créez une startup un jour, si vous utilisez beaucoup de code généré par des machines,
valider que votre code, effectivement, n'a pas des dépendances et que vous allez devoir vous retrouver après vos premiers rounds de funding à payer des royalties. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans l'industrie, donc c'est effectivement très important. Et ça permet, avant de le mettre en ligne, d'accepter ou d'ignorer l'avertissement, mais au moins vous êtes en connaissance de cause, in the know. Ici, donc, on a la possibilité d'expliquer du code, donc expliquer du code directement en posant la question, donc c'est chaque fois cette interaction dans l'environnement. De nouveau, éviter le context switching. Je n'ai pas un chatbot extérieur dans une fenêtre de navigateur où je commence à faire du copy-paste de mon code pour avoir les mêmes réponses. Mais c'est rester dans le flow, rester dans le contexte principal. Ici, on va avoir un exemple sur la génération de tests. Donc, j'interagis avec le chat qui est built-in dans l'IDE. On va définir éventuellement certains edge cases. Donc, ne pas oublier qu'il est toujours important d'utiliser le contexte avec un LLM. Donc, poser une première question, affiner la question, pour pouvoir améliorer la réponse qu'on va avoir. Ici, on a cette interaction, cette discussion, et évidemment, à la fin, on va lui demander de faire l'implémentation et d'assurer un meilleur test coverage qui est absolument indispensable. Donc ces fonctionnalités de Code Assist, elles sont basées sur Gemini. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres modèles, si vous utilisez Ollama en local, vous pouvez utiliser Gemma, donc il y a différentes façons de pouvoir le faire, mais c'est vraiment cet aspect d'intégration dans les IDE qui est à voir. Donc pour ça, Google a développé un outil qui s'appelle Cloud Code, qui va à la fois vous donner l'accès au SDK, que ce soit dans VS Code, dans IntelliJ, dans le Cloud Console, dans le Cloud Editor, dans Android Studio aussi depuis quelques semaines pour les développeurs d'applications mobiles. Et j'ai ajouté le lien aussi, je ne sais pas si vous connaissez, IDX, idx.dev, je vous encourage à aller tester, c'est un projet public et donc c'est un IDE complètement dans le cloud. Donc, tout se fait dans le browser, votre workspace est dans le browser, vous allez gérer tous vos projets là-bas avec un déploiement extrêmement facilité vers Firebase, vers Cloud Run ou d'autres destinations. L'avantage aussi, limiter ce problème d'onboarding. Maintenant, c'est votre workspace qui va vous suivre, il est dans le cloud et finalement vous changez de device et ainsi de suite. C'est juste une connexion HTTPS qui sera faite. Au-delà de l'assistance au code, il n'y a pas que des développeurs évidemment et pas que des profils développeurs. On travaille sur l'intégration de Gemini au travers du portfolio cloud, donc à la fois la gestion du software development, le Code Assist. On a aussi la gestion de ce qu'on appelle Application Lifecycle ou Infrastructure Lifecycle, donc ça c'est Cloud Assist, comment gérer Kubernetes, comment gérer tel ou tel type de base de données. C'est des compétences et des connaissances qui sont un peu différentes. Ce n'est pas de la programmation ou du dev en soi, c'est plus la partie opérationnelle. En sécurité, j'ai dit extrêmement important, ça aide clairement à trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et de plus en plus vers des notions de Data Analytics Business Intelligence, où on parle de Data Q&A. Donc je vais pouvoir interagir en langage naturel et de là générer éventuellement les requêtes SQL qui ensuite pourront devenir des procédures stockées. Donc faciliter ces interactions et aussi les interactions pour ce qu'on appelle les business users, donc des gens qui ne sont pas compétents dans un quelconque langage informatique, mais qui ont quand même besoin de cet aspect de découverte des données. On pense à un business analyst. C'est la personne qui sait quelles questions poser, mais pas forcément dans le bon langage. Et donc c'est de nouveau là, on va pouvoir fortement aider et assister. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a plus qu'un modèle, donc je le mentionne pour votre référence, mais donc aujourd'hui il y a déjà plus de 150 modèles disponibles dans ce qu'on appelle le modèle Garden, ça c'est sur Google Cloud, prêt à consommer, y compris des models as a service, donc c'est un API endpoint, vous pouvez directement interagir avec. Les modèles fondationnels de Google, les plus larges, les plus rapides ou optimisés en termes de performance, en token per second, des modèles spécialisés, gestion des images, le son, donc à la fois le text-to-speech et le speech-to-text,
le modèle dont je parlais juste avant, Cody, qui est la base pour le call assist. Des tâches spécifiques aussi, qui sont toujours présentes, et puis des modèles par grand domaine. Donc on se rend compte que la spécialisation d'un modèle au niveau médical ou au niveau sécurité nous a donné des performances et une qualité qui était bien au-delà d'un modèle classique. Et donc cette tendance à moyen et long terme, vous allez voir de plus en plus de modèles, enfin, moyen et long terme, c'est déjà le cas, hein. Je pense que la dernière statistique, il y a 4 millions de modèles qui ont été uploadés sur Hugging Face. Je ne sais plus si c'est 4 ou 40, j'ai un doute. Ça change pas grand-chose. Et... Ah non, j'avais vu les chiffres pour Llama. Non, pardon. Llama 3.1, 4 millions de downloads, 65 000 uploads de versions modifiées. D'accord? Je download le modèle, je le tune avec mes propres données pour une tâche spécifique et je le réupload sur une 65 000. Donc ça, c'est vraiment cette hyper spécialisation des modèles dans laquelle on se dirige maintenant. Ce qui est important, c'est de les consommer facilement. C'est de pouvoir switcher d'un modèle à l'autre. Vous verrez, on va parler de GenKit, qui est comment je vais utiliser Léa, et pas pour m'aider à développer, mais dans mon développement, pour fournir des features à mes users. Et là, on va pouvoir simplifier aussi l'usage de ces différents modèles, ainsi que leur évaluation. Et au final, ces différents modèles, ils vont aussi rencontrer cette optionnalité qu'on offre dans Google Cloud, de ne pas couvrir les détails de ce slide, il y en a beaucoup trop, mais des différents compartiments et des différentes façons. On va pouvoir faire du compute de plusieurs façons. On va pouvoir stocker nos données de plusieurs façons par rapport aux besoins. Et finalement, il y a tellement d'options que parfois ça devient un peu trop complexe. Et donc, se reposer sur ces assistants pour nous aider et nous guider, à la fois dans le choix de la mise en œuvre ou dans l'automatisation des tâches. Et là, je remettais aussi un petit peu cette vue qu'on a actuellement sur le CI/CD, donc le Continuous Integration, Continuous Development, ou les chaînes DevOps, donc la base de build jusqu'au delivery. Ce sont ces éléments-là qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans Google Cloud. Donc en conclusion, on a vu qu'on devait s'adresser ou adresser l'ensemble des phases du développement, de la phase de design jusqu'à l'opération, et qu'on peut augmenter les capacités de développeurs à chacun de ces étapes. Que c'est vous qui choisissez les outils. Ce n'est pas le provider qui va vous imposer une fenêtre de chat ou un certain, mais on doit vous rejoindre là où vous êtes, dans vos environnements, et donc avoir ces plugins, ces SDK qui vont venir s'intégrer, plutôt que d'essayer de forcer les gens dans une certaine interface et un certain modèle de fonctionnement. Et que finalement on peut commencer à peu près où on veut aujourd'hui. L'AI va être utile, même si vous l'utilisez à petite dose dans certains cas. Last but not least, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est important. Il y aura un quiz tout à l'heure, donc je voulais aussi absolument le mentionner. Donc c'est un slide de plus, mais qui est quand même informatif. 40 régions dans le monde, 12 en Europe. Pas si mal loti. Et donc, si vous posez des questions, est-ce que je vais être GDPR compliant, oui ou non, sachez qu'en déployant dans les régions existantes ou celles en cours de les futures régions à venir, qui ne sont pas comptées dans les 12, que vous avez la possibilité de le faire avec un full contrôle régional. Aujourd'hui, moi je travaille, mon équipe en fait, on adresse principalement le secteur public, les institutions européennes, les gouvernements, le ministère de la Défense, l'éducation, le secteur médical. Ils veulent absolument être amenés en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous offrir, vous garantir. Dès aujourd'hui, le plus proche étant Saint-Guilain. Je vous montrerai une petite photo. Merci beaucoup. S'il y a des questions.